Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir au séminaire Santé mentale, regard du philosophe. C'est un séminaire que nous portons à plusieurs et qui tente de créer un espace où les pratiques et les recherches en psychanalyse, psychiatrie et philosophie peuvent se rencontrer et entamer un dialogue fécond. Puisqu'il n'est pas anodin de tenir un séminaire de philosophie dans un hôpital, dans une institution psychiatrique, il est donc important pour nous de comprendre en quoi l'une et l'autre sont des pratiques et des pensées du soin, aussi bien individuelles que collectives. Grâce aux conversations entre praticiens, praticiennes, chercheurs, chercheuses, nous souhaitons également comprendre en quoi la question du soin concerne nécessairement le politique, ou en tout cas doit pouvoir le faire. Car l'objectif de ce séminaire est de recevoir et de partager des outils à la fois critiques et pratiques pour appréhender nos vécus contemporains à l'aune de ces intrications philosophico-psychiatriques. À la dernière séance, on avait désiré partager une citation de Guattari qu'on a envie de repartager avec vous aujourd'hui, qui nous accompagne dans l'élaboration de ce séminaire. Le philosophe affirme « L'enjeu aujourd'hui est de reposer un certain nombre de questions sur la production de subjectivité, sur le fait que la subjectivité est engagée dans d'immenses aventures avec la dégradation de la biosphère, d'immenses aventures avec des mouvements démographiques considérables, des brassages culturels. Est-ce qu'il y a, à travers cela, une possibilité d'avenir? Est-ce qu'il y a du possible, y compris, j'ai pris des exemples trop larges, à des niveaux très individuels ou très partiels, comme celui d'une classe scolaire, comme celui d'une clinique psychiatrique? Est-ce qu'il y a un travail sur la subjectivité, au retour sur elle-même de la subjectivité, qui soit non plus un retour clos, fermé, de mauvaise conscience, mais qui soit productif d'une autre subjectivité? Et à chaque fois, on trouve les problématiques philosophiques à ce genre de carrefour. C'est une citation extraite de « La philosophie est essentielle à l'existence humaine ». Lors de la dernière séance, nous abordions avec Manola Antonioli et Quentin Vergriete le concept et la pratique de la schizoanalyse, concept qui amorce les subjectivités comme production ou construction, prise dans des agencements complexes. La pensée guattarienne nous paraît importante aujourd'hui au sein et par-delà la question exclusivement clinique, car elle embrasse un mouvement d'ouverture des possibles et permet de remotiver et de tracer concrètement, pratiquement, un inconscient comme puissance qui ne peut pas ne pas concerner la question politique. D'autres séminaires qui se tiennent aussi à la chaire de philosophie, comme celui de la riposte poétique, tenu par Roger Rossini et Bruno Dalla Porta, ou encore celui de Frédéric Bétanger, Décoloniser l'inconscient, embrassent également ces problématiques pour en déployer les sens nouveaux. Donc, dès lors, réinvestir les enjeux de la production des subjectivités, c'est parcourir ce qui les forme, ce qui les informe, ce qui les déforme aussi. En effet, il est bien ici question de création, mais également de destruction, et de ce fragile équilibre entre création et destruction, c'est-à-dire de la capacité de transformation et de métamorphose des sujets. Poser la question, donc comme le faisait Guattari dans la citation que Vanessa vient de nous lire, est-ce qu'il y a du possible? C'est, il nous semble, soupçonner la promesse que quelque chose d'autre peut arriver, que d'autres formes sont encore à créer ou à venir. Mais pour ce faire, nous devons présupposer que nous sommes capables de plasticité. En contrepoint de Porphyre, donc philosophe néoplatonicien, qui disait, pour le citer, « L'accident désigne ce qui peut apparaître et disparaître sans que le sujet soit pour autant détruit », nous souhaitons citer Catherine Malabou, qui je la lis, « On constate donc qu'en psychanalyse comme en neurologie, une psyché plastique, un cerveau plastique, sont ceux qui trouvent le bon équilibre entre avenir et mémoire, capacité à changer et aptitude à rester le même, recevoir et donner la forme. Mais il s'agirait plutôt, précisément, d'interroger non pas la rupture de plasticité, mais la plasticité de la rupture. La formation d'une identité d'un survivant, la naissance d'une forme de vie inédite, méconnaissable, d'une métamorphose par destruction. » Et du coup, dans ce séminaire, il ne s'agira pas, comme vous l'avez bien compris, de minimiser l'accident et ce qu'il fait à notre subjectivité, mais plutôt de repenser cet accident grâce à notre invitée aujourd'hui, Catherine Malabou, à qui nous fait l'immense honneur de venir à ce séminaire. Donc pour la présenter, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Catherine Malabou est philosophe féministe française, professeure de philosophie au Centre de recherche de philosophie moderne européenne à l'Université de Kingston en Grande-Bretagne et à l'Université de Californie d'Irvine. Elle est spécialiste de philosophie contemporaine française et allemande, et sa réflexion porte sur l'idée d'une ontologie plastique,
dans la perspective ouverte par la déconstruction de Jacques Derrida. Avec son livre Les Nouveaux Blessés, qui est paru en 2007, Catherine Malabou déplace les théories du trauma sur le terrain des neurosciences, constatant la nécessité d'un dépassement du principe de plaisir. Nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir durant ce séminaire. En 2009, paraît l'ouvrage Ontologie de l'accident, essai sur la plasticité destructrice, qui prolonge ces réflexions, mais les radicalise aussi en quelque sorte sous ce titre Ontologie de l'accident, dont la tension qui est inhérente à cet accident et qui intéressera nos échanges. Plus récemment, en 2022, elle a publié un ouvrage de philosophie politique sur l'anarchisme au voleur, anarchisme et philosophie, au PUF, une dérive qui invite à la question de l'accident au cœur de la question politique. Mais avant, nous allons vous proposer autre chose. Donc, avant cet échange avec Catherine Malabou et avant que nous venions approfondir ces réflexions, nous vous proposons de partager ensemble, nos réflexions, nos ressources et nos idées communes, et d'ouvrir donc d'abord à la salle, ce qui est peut-être l'inverse de ce dont vous avez l'habitude, mais d'ouvrir à la salle une réflexion commune grâce à une question, et donc de vous laisser la parole. Pour ceux qui sont en ligne, j'espère que vous entendrez. Mais on vous propose de réfléchir donc tous ensemble aujourd'hui, en préambule et en première partie de cette séance, sur la question « Comment définiriez-vous l'accident ?» Vaste question, mais qui vous permet peut-être déjà de vous mettre dans des dispositions de réflexion. En ligne, vous pouvez aussi répondre si vous le souhaitez. Comment définiriez-vous l'accident ? Un événement inattendu qui fait irruption. Ok. Quelque chose auquel on ne s'habitue jamais. Vous dites, pardon, quelque chose auquel Un événement, on va noter tout ça. Un événement. Ouais. Unique. Ce qui n'était pas prévu. On a en ligne aussi ce qui surprend, bouleverse et déstabilise, une rupture, comme un obstacle à surmonter. L'accident comme ce qui s'oppose au par soi. Je ne fais que reprendre Aristote. Je lis quelque chose qui arrive non prévu et avec une notion de gravité. Quelqu'un d'autre, un imprévu qui engage la personne à se transformer, à faire autrement, autre chose. Quelque chose qui oblige à une recomposition postérieure. Ce qui arrive, accidit en latin, il y a, et dont on se relève ou pas. Quelqu'un d'autre, je n'ai pas entendu la question, c'est haché. C'est un accident. Je rigole. Ce qui risque de nous rendre étrangers à nous-mêmes. Ouais. J'avais envie de dire que c'est tout ce qui est possible. Par rapport à quoi? Par rapport à la nécessité. C'est ça, oui. Est-ce qu'on a d'autres idées, choses qui n'auraient pas été dites ou... Ça enrichit peut-être la notion de possible, la notion d'accident. Ça enrichit la notion possible. Quelqu'un d'autre écrit « Rencontre avec le réel ». Oui. Comme un déterminisme pouvant ouvrir sur des bifurcations non prédictibles. C'est aussi un obstacle à la pensée de la substance. C'est ce que vous disiez. Enfin, par soi, la substance. Oui. Ouais. Oui. Très bien. C'est parfait. Bah, on va reprendre tout ça, je pense, dans la discussion. C'est très bien. Ouais. Ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, oui. Bah, c'est un peu ce que vous disiez. Ce qui n'est pas nécessaire, ouais. C'est un beau partage de Très bien. plein d'idées
comment dire, qui s'articulent et qu'on aura l'opportunité de développer avec Catherine juste après. Et sur ces impressions de partage qu'on a eues ensemble, on aimerait d'abord vous faire écouter ce qui a été le début de la rencontre avec Catherine Malabou. Par ailleurs, un projet sonore qu'on a réalisé avec un collectif de jeunes étudiantes en philosophie, qu'on a appelé les résonances philosophiques. Si tu vas introduire le projet avant qu'on le fasse écouter. Ce sera un moment d'écoute partagée avant d'entamer la conversation avec Catherine. Oui, alors oui, c'est comme ça qu'est née notre collaboration. Ouais. Autour justement d'une discussion sur l'accident qui a mené à une création que, comme Vanessa vient de dire, nous avons appelé les résonances philosophiques, qui sont en fait, je vais d'abord peut-être vous donner notre méthode, qui sont qu'on s'intéresse à un concept, à un concept, puis on vient questionner des philosophes, des étudiantes en philosophie, mais aussi des artistes, pour avoir une multiplicité de voix hétérogènes sous la forme d'entretien. Ensuite, on est venu recomposer une trame de voix, mais faite de ces fragments aussi bien littéraires qu'épistémologiques, etc., pour venir questionner ce que c'était qu'un accident, faire résonner ces voix ensemble, et j'allais dire par-dessus, mais c'est pas ça, en lien avec ce projet, on collabore avec un artiste sonore qui met une nappe d'ambiance sur ces paroles-là, pour mettre les auditeuristes dans des dispositions de réception particulières à cette parole philosophique. Là, on vous le diffuse dans un hôpital. Il faut savoir qu'en fait, c'est une création qui a vocation à faire partager la philosophie dans divers milieux. On l'a diffusée dans des salles de concert, et c'est vraiment cette volonté-là pour nous de faire vivre la parole philosophique dans une multiplicité d'endroits. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Non, on va écouter et vous laisser avec les différentes... Moi, en fait, je ne l'avais pas écouté. Non, et ben, mais ça, c'est la deuxième version. Super. Vous allez vous entendre. C'est juste un fragment, la composition est beaucoup plus longue, on a décidé de Très bien. proposer un extrait. Donc, si vous voulez, dans l'accident, il y a vraiment un potentiel, il me semble, très fort, voilà, d'antidogmatisme, de mise en crise, en fait, si vous voulez, de potentielle mise en crise de la forme qui est celle que prend une science à un moment donné. Il ne s'agit pas de s'en tenir aux faits et de simplement de les décrire. On ajoute sans cesse des choses aux faits. Et justement, l'accident, c'est ce qui nous met sur la voie de ça. C'est sur la voie d'une conception beaucoup plus riche, en fait, des faits que ne peut être que ne peut être la compréhension positiviste des faits, ou de ce qu'on a dit qu'était la compréhension positiviste des faits. On voit encore une fois que les faits, en fait, ils ne sont jamais pleinement devant nous, dans une forme de visibilité parfaite ou de limpidité. En fait, ils sont grévés d'incertitude, et l'accident, c'est ça aussi. Ça nous montre la part de non maîtrisable, d'irrationnel dans notre connaissance des choses, et qui, encore une fois, n'est pas l'antithèse de la raison, qui peut être récupérée à certaines conditions. Et ça montre justement que notre savoir est jamais complet, jamais parfaitement achevé. L'accident, en révélant des facettes ou des aspects des phénomènes que jusqu'alors nous n'avions pas envisagés, montre justement que notre connaissance des choses était incomplète, imparfaite, et qu'elle doit être complétée. Les accidents sont des outils stratégiques qui sont en lien avec l'action pratique. Les accidents sont des outils stratégiques qui sont en lien avec l'action pratique. Les accidents sont des outils stratégiques. Les accidents sont des outils stratégiques qui sont en lien avec l'action pratique. Du coup, quand on n'a plus de socle d'assises fondamentales substantielles, qu'est-ce qui nous reste? Des accidents, des choses qui nous arrivent, qui nous tombent dessus. Et encore une fois, c'est l'étymologie de l'accident. J'ai l'impression que l'accident arrive. Alors ça, on me l'a reproché, par exemple, dans la théorie raciale. J'ai lu récemment un article qui critiquait beaucoup ma plasticité sur la question des Noirs
qui disait, cet auteur, c'était une femme, disait que l'esclave, par exemple, le corps noir, exactement ce que vous disiez, n'était pas disposé en fait à l'accident, et que donc il y avait un type de souffrance qui provenait précisément du fait de ne pas être réceptif, voilà, d'être tellement détruit d'une certaine façon que tout ce que je raconte n'avait pas de sens au fond, d'une certaine manière. Peut-être que cette logique voilà, ça m'arrive, peut-être que ça c'est déjà très confortable. Vous voyez? Je ne sais pas. Par exemple, c'est toujours cet exemple de l'esclave, hein, comme vraiment le corps déchu. Est-ce qu'on peut dire que quelque chose arrive à ce corps? Voilà. Vous voyez? Alors là, peut-être effectivement que j'ai pas été assez radicale, c'est possible. Il y a peut-être des gens qui sont en deçà, des sujets qui sont en deçà de ce qui leur arrive. Peut-être qu'il ne leur arrive rien, peut-être que le vocabulaire n'est pas, vous voyez. Voilà. Je, tout sauf empirique, je déchiqueté et rejeté par l'idéalisme. Peut-être alors, je est une figure fantomatique du devenir, place forte du présent qui présume les conquêtes futures, jamais sur les autres, mais toujours plus profondément en soi. Un jeu qui embrasse sa limitation quand il est regardé, un jeu disséqué à vif par ses propres mains. Je n'aurais pas dû naître. Ma mère me l'a dit, mais je ne me soumettrai jamais à la psychanalyse. Je me cracherai. Je succomberai au piège que je me tends à moi-même, mais je continuerai à sentir le poids écrasant de ma légèreté quotidienne. Je me révèle, je me disperse, je me sature. On a cette sensation en fait d'une perte d'assise, on n'arrive plus très bien en fait, à se situer dans la communauté nationale et on perd quelque chose de substantiel. Et c'est très mal vécu, et c'est globalement très mal vécu. Et le roman de Nouzil a un peu une réponse à ça. Qu'est-ce que c'est qu'une vie dans l'aléatoire? Et comment est-ce qu'on arrive à retrouver une forme d'assise, d'unité, de cohérence quand elle semble avoir été perdue? Alors, moi, je n'ai jamais dit que l'accident faisait sens pour tout le monde. De toute façon, ma théorie, c'est que l'accident ne fait pas sens. Après, ça, c'est vraiment pour moi l'autre du sens, l'accident. Effectivement, que certaines personnes, que certains moments produisent une réceptivité à l'accident, ça, c'est vrai. C'est vrai, je le crois. Mais je n'exclus pas que ce qui est un accident significatif pour moi ne le soit pas pour vous. Et peut-être même moi, je suis passée à côté de tas de... Donc je dirais que je me sens un petit peu entre ce que vous appelez l'heuristique de l'accident, c'est-à-dire une disposition, effectivement, et une absence de disposition. Il faut se provoquer pour se sortir du rien. Parce que le tout social historique m'oppresse, m'opprime littéralement, il me faut me donner un sens. Si l'acte qui me pose dans le monde n'est pas volontaire, en revanche, le lire, le raconter, c'est me faire exister. D'abord je subis, puis je lutte contre mon sort. S'ouvre alors pour moi la longue quête de l'identité, qui doit toujours demeurer inachevée, car je ne peux pas digérer une fois pour toutes tout ce qui m'est arrivé, m'arrive, m'arrivera. Ainsi, si je suis quelque chose, c'est un moi question, un moi fluide, qui n'est rien que ce que je dis lui être arrivé, jusqu'au délire.
Donc nous allons commencer, après cet accident, la discussion avec Catherine Malabou autour de justement qu'est-ce qu'un événement psychique. Ah, c'est... Non, c'est... Nous allons commencer. Donc, vous proposez de définir ou de redéfinir ce qu'est l'événement psychique. Pouvez-vous commencer par revenir sur l'acception psychanalytique et freudienne notamment du concept d'événement? Oui, merci beaucoup d'abord de cette invitation et je voudrais, avant de répondre directement, revoir un peu ce que vous avez dit, qui est très juste. Donc l'accident, en fait, d'un point de vue philosophique, il a une double origine logique, comme vous disiez, on oppose en logique le sujet, par exemple le ciel, et l'accident est bleu, qu'on appelle aussi un prédicat, le bleu, c'est-à-dire on suppose qu'il y a un sujet qui ne change pas, et quelque chose qui lui arrive par accident, c'est-à-dire de façon non nécessaire, mais qui fondamentalement ne le transforme pas. Puisque le ciel est bleu, tout à l'heure il sera gris, et le ciel n'aura pas perdu sa qualité. Donc en philosophie, l'accident a toujours été dévalorisé, ontologiquement parlant, par rapport à la substance. Aristote prend aussi le cas de si je tombe malade, j'ai la grippe, bon c'est un accident, mais voilà, je change. Et il a d'autre part le sens de l'événement, comme vous disiez, inattendu, quelque chose qui n'est pas prévu. Ce que Aristote appelle la fortune, en grec tuké. Je me promène sur l'agora, je rencontre Pierre, ça n'est pas prévu, c'est un accident. Et on voit entre les deux, entre l'accident comme prédicat, c'est-à-dire le ciel est bleu, et la personne que je rencontre, on voit quand même qu'il y a un lien qui est que ça n'est pas essentiel. Voilà, c'est-à-dire ça peut être un accident heureux, ça peut être un accident malheureux, mais l'essence de ce que je suis ou de mon être social n'est pas fondamentalement transformée par l'accident. La notion d'événement est beaucoup plus tardive. Elle n'est pas grecque, la notion d'événement. Il faut attendre la philosophie de l'histoire, donc un événement historique. Là aussi, dans le cas de l'événement historique, l'accident est dévalorisé parce qu'un événement historique doit révéler sa nécessité. Si on regarde la philosophie de l'histoire, celle de Marx ou celle de Hegel, il y a un accident, bien sûr, la prise de la Bastille, mais fondamentalement, derrière cet accident, il y a un événement, c'est-à-dire quelque chose de nécessaire qui va transformer le cours de l'histoire. Donc une nouvelle nécessité. Donc là aussi, dans la philosophie de l'histoire, l'événement, au fond, congédie l'accident, réinstaure la nécessité de l'accident. Donc là aussi, dévalorisation de l'accident. Et en science, je vais en venir à l'événement psychique, en science, il n'y a pas d'accident. C'est-à-dire que le déterminisme fait que les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets. Donc de temps en temps, il peut y avoir des problèmes techniques, comme à l'instant, mais ça ne modifie pas la loi naturelle, la nécessité naturelle. Alors arrive Freud. Et je m'excuse d'avoir été un peu longue, mais arrive Freud qui dit, le problème, c'est qu'il arrive parfois des choses, alors on va les appeler, lui il les appelle des événements, mais on trouve aussi la notion d'accident, il arrive parfois des choses qui transforment profondément le sujet. Et qui le transforment parce qu'il touche quelque chose qui n'a jamais été éclairé avant moi, dit-il, qui est la vie psychique, qui est la psyché du sujet. C'est-à-dire, au fond, le domaine qu'on appellerait aujourd'hui de constitution de la subjectivité, que Freud appelle inconscient, comme vous savez. Et c'est là qu'il va développer la théorie de ce qui constitue pour lui la forme archétypique de l'événement, de l'accident, c'est-à-dire le trauma. Avec la notion de trauma, on a là pour la première fois l'idée de quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu, qui n'est pas essentiel parce que c'était pas inclus dans ma nature au départ, mais qui, malgré tout, quand il arrive, perce, dans l'idée de trauma, ça vient d'un verbe grec qui veut dire percer, qui perce l'enveloppe de la subjectivité, donc il la transforme en profondeur. Et Freud invente donc cette notion de trauma, elle existait avant en Grèce, mais je veux dire, il en fait quelque chose de psychique, et il va définir la psychanalyse comme un art de l'interprétation du trauma.
L'accident est tellement important qu'il nécessite une interprétation, c'est-à-dire une méthode pour comprendre, en fait. Voilà, pour la première fois, on va essayer de comprendre un accident, ce qui est complètement étranger ou alors on en fait une philosophie de l'histoire, mais à ce moment-là, on nie l'accident. Là, il va falloir vraiment comprendre l'accident comme tel. Savoir que le trauma qui m'est arrivé n'est pas celui qui vous est arrivé. Il faut respecter la singularité de la personne, de l'accident proprement dit, du type de transformation qui en a résulté, et de la parole qui en est libérée. Donc, je dirais c'est ça un événement psychique, c'est-à-dire un accident respecté dans sa singularité, son importance et sa puissance de transformation, je dirais. Mais ce que ça pose comme question, c'est la question de la réalité matérielle et psychique, les questions du dedans et du dehors. L'accident comme ceux qui arrivent, mais avec l'interprétation, c'est aussi la révélation de quelque chose d'endogène qui se joue avec la question de l'événement, et c'est la question du sens que la psychanalyse donne à ces accidents qui sont vécus, et donc c'est ce vécu qu'il s'agit d'interpréter. Et Freud fait cette comparaison entre la figure du superstitieux qui donne un sens à tout ce qui arrive de l'extérieur, enfin, il n'y a pas de hasard même extérieur, et la figure du psychanalyste qui est celui qui considère donc qu'il n'y a pas de hasard intérieur. Il y a voilà, merci beaucoup. C'est-à-dire que, évidemment, là on va marcher sur une ligne de crête très, très difficile, qui est comment ne pas donner un sens à tout ce qui arrive. Parce que si... enfin, non, on va commencer autrement. D'abord, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce que dit Freud, à savoir que, précisément, ce qui peut apparaître comme n'ayant pas de sens, parce que c'est un pur accident, c'est extraordinaire, comment Freud dit, non, ça a du sens. Voilà. C'est cette assertion première, alors on va voir pourquoi c'est dangereux dans un deuxième temps. Mais d'abord, ça a du sens, c'est-à-dire une personne qui, par exemple, souffre de quelque chose comme de la claustrophobie, ou de crise de panique, ou de malaise inexplicable, de son entourage, ou de dépression. Son entourage va lui dire « mais non, mais non, il n'y a pas de raison d'avoir peur ». Et là, ce qui est extraordinaire en psychanalyse, c'est que le psychanalyste va dire « on va en parler, moi je vous écoute, je vous écoute, j'entends ce que vous me dites ». Alors évidemment, c'est là que ça commence. Comment quelque chose qui paraît absurde, effectivement pas nécessaire, complètement accidentel, des inhibitions, une incapacité à écrire, un bégaiement, enfin, ça peut aller très très loin, les symptômes, hein, symptômes voulant dire accident au départ, c'est-à-dire ce qui tombe. C'est à ce moment-là qu'effectivement Freud se demande, mais alors, suis-je superstitieux? Très, très bel article dans la psychopathologie de la vie quotidienne. Il dit, est-ce que je suis superstitieux? C'est-à-dire, je vais tout interpréter. Hein, je vais interpréter tout comme des signes. Voilà. Et à ce moment-là, la psychanalyse, et c'est la grande question que pose Freud, est-ce que c'est une science? Hein, vous savez qu'il y a eu des débats interminables. La psychanalyse est-elle une science ou est-ce que c'est de la sorcellerie? C'est-à-dire, bon, vous me dites que vous n'arrivez pas à prendre l'ascenseur, ben moi je vais vous dire que, voilà, qu'il y a telle et telle cause. Alors évidemment, il n'en est rien. Il est évident que la psychanalyse élabore toute une théorie de l'interprétation, mais, comme disait Vanessa, le problème, c'est que la question du sens est très dangereuse dans la mesure où elle risque de transformer l'accident en une nécessité. Et on pourrait retomber dans le même problème, vous voyez? Et c'est un peu le problème que j'ai eu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Freud dit, voilà, pour comprendre ce qu'est un accident, nécessairement, si vous me dites, moi j'ai peur voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à écrire, forcément, si je dis je vous comprends, je suis obligée de rapporter le symptôme à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il est en vous. C'est pas moi qui vais, justement, c'est pour ça que Freud n'est pas superstitieux. Il invente pas, c'est pas des signes qui tombent du ciel. Non, la cause de votre inhibition, elle est en vous. Donc Freud va inventer une méthode pour articuler ensemble l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Pour dire extérieur, incapacité à écrire, intérieur, résonance affective. Et l'allemand
à deux mots pour l'accident, ce que nous n'avons pas. Ereignis, qui arrive du dehors. Je rencontre Pierre sur l'agora. Et Erlebnis, l'accident comme événement vécu. Donc l'allemand fait la différence entre le sens subjectif de l'accident, ce qui arrive à l'intérieur, et le sens objectif, c'est-à-dire ce qui vient du dehors. Et Freud dit voilà ce que c'est la psychanalyse. Il le dit en toutes lettres, en ce moment qu'il invente. Je vais trouver une soudure, c'est le mot qu'il emploie, un moyen de souder ce qui vous arrive du dehors, cette incapacité à écrire, ou bien ce trauma, ce viol. Il va donner des exemples de plus en plus durs d'accidents. Ça va aller jusqu'à la névrose de guerre. Hein. Un moyen de rapporter le stress post-traumatique, la peur du combat, le viol, etc., le trauma, rapporter la cause extérieure à l'intérieur. La psychanalyse, c'est le sens de la soudure. Ce qui fait qu'on va pouvoir expliquer, grâce à cette soudure, comment quelque chose d'extérieur, Freud dit, vise, appuie, comme une touche de piano, sur quelque chose d'intérieur. D'accord ? Et c'est là, peut-être, que je me suis posé... Non, attends, j'ai une dernière chose à dire, c'est que cette soudure, il lui donne un nom aussi, c'est la sexualité. Voilà, c'est évidemment très important, je n'allais pas passer sur ce point. Chez Freud, la sexualité n'est pas seulement la vie sexuelle, hein, c'est un régime de cause. La sexualité, c'est ce qui permet d'articuler le dehors et le dedans. C'est un régime causal. Hein, comme en physique, il y a la loi de la gravitation. En psychanalyse, on a la sexualité. Ce qui s'appelle sexualité, très exactement, c'est comment il se fait que quelque chose qui vient du dehors frappe quelque chose qui existe au-dedans. Hein, c'est ça, c'est pas comme on croit au départ, la sexualité est juste une affaire de coucherie. Hein. Bon. Qu'après, il y ait la vie sexuelle, d'accord. Mais la vie sexuelle est toujours déterminée par ça, par cette articulation. D'accord ? Voilà. Donc, ce qui m'a troublée, c'est que, m'étant intéressée au cerveau, par ailleurs, et aux accidents cérébraux, je me suis demandé, j'ai posé la question de savoir s'il n'y avait pas certains accidents qui, précisément, ne rencontraient rien au-dedans. C'est-à-dire, si les maladies cérébrales, comme Alzheimer, comme Parkinson, ou comme un traumatisme crânien, hein, n'étaient pas justement des problèmes pour la psychanalyse, et c'est peut-être pour ça qu'elle n'en a jamais parlé, hein, n'étaient pas des problèmes pour la psychanalyse, dans la mesure où, comment voulez-vous qu'une personne puisse articuler un traumatisme crânien avec sa personnalité. Ou dire, bah, bien sûr, j'ai Alzheimer en admettant qu'elle puisse parler. Hein. Bien sûr, j'ai Alzheimer parce que mon père ou ma mère, vous voyez, hein. C'est-à-dire, il existe peut-être des types d'accidents qui touchent à la psyché malgré tout, hein, qui ne sont pas seulement organiques, hein, qui touchent à la psyché, qui détruisent la personne, qui la font changer de personnalité, qui la font souffrir subjectivement. Hein. Tous ceux qui ont vu des malades d'Alzheimer voient bien qu'ils souffrent, et qui en même temps, des types d'accidents qui ne peuvent pas être explicables en termes de soudure. Donc voilà la question que j'ai essayé de poser à la psychanalyse. Du coup, peut-être pour prolonger, est-ce que vous pensez qu'il est toujours possible d'avoir une pratique du soin en psychanalyse basée sur l'interprétation ? La réponse paraît assez claire, mais peut-être que vous pouvez développer là-dessus sur quels outils il nous restent en fait pour soigner cette blessure de l'accident. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à un nouveau courant qui s'appelle la neuropsychanalyse, où neurologues et psychanalystes travaillent ensemble, qui pratiquent la cure par la parole, dans la mesure où c'est possible, mais qui, en même temps, pratiquent aussi l'imagerie cérébrale, étudient les aires qui sont abîmés, et voilà, ont cette double approche. Il est évident qu'aujourd'hui, avec la multiplication des maladies cérébrales, la psychanalyse, on va dire classique, va être en échec. Oui, la neurologie aussi, elle constate qu'il y a
y a des trous dans le cerveau, et c'est tout. Enfin, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, c'est la question. Ouais, c'est la question. Voilà. La neurologie peut faire plus. Parce que, enfin, le fait d'observer le cerveau, bon, c'est descriptif. Alors, il y a évidemment des gens qui ont beaucoup travaillé sur cette question, en particulier Oliver Sacks, tout le monde connaît, hein, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, etc., qui a dit on doit inventer un nouveau type de récit, qui s'appelle le roman neurologique. Donc déjà, réintroduire la vie du patient dans un récit qui, évidemment, n'est pas le récit du patient lui-même. C'est la différence avec la psychanalyse, c'est-à-dire inventer une nouvelle narrativité. Vous avez peut-être lu les textes de Sacks, enfin, chaque chapitre, oui. C'est une histoire qu'il raconte, mais la différence, c'est que ce n'est pas le patient qui raconte, c'est le médecin, et l'idée, c'est qu'au lieu que la personne transfère sur le psychanalyste, c'est le médecin qui transfère sur le patient. C'est-à-dire que c'est cette fois le médecin qui prête son propre inconscient au patient, afin de pouvoir s'en servir comme d'un espace de projection. Sinon, il n'y a rien. Hein, ce que vous venez de dire à un instant, dans la vie intra-utérine, ça se produit justement puisqu'il y a des échographes qui travaillent avec une psychanalyste et qui travaillent ensemble. Et l'un suit tout le développement de l'embryon et du fœtus jusqu'à l'accouchement. Et sa femme, puisque c'est un couple qui fait ça d'ailleurs, elle, justement, elle interprète et elle peut, à partir de cela, comprendre peut-être qu'il arrive ensuite, justement, des dysfonctionnements. Oui, oui. Alors après, quand je parlais de vie intérieure, c'est pas forcément la vie intra-utérine, hein, c'est la vie psychique. Ça va jusque-là. Oui, c'est-à-dire que... voilà, là, il y a aussi quelque chose de très important à dire, c'est que pour Freud, ça c'est une phrase qu'il dit, la vie psychique est indestructible. La vie psychique est indestructible. C'est une phrase très bizarre de Freud, c'est-à-dire qu'on peut souffrir, on peut avoir toutes sortes de traumas. L'inconscient est indestructible. Eh bien, je pense au contraire, c'est la neurologie qui le dit, que le cerveau est destructible. Donc il faut bien trouver effectivement, parce qu'on sait qu'il y a des zones du cerveau qui se reconstitueront jamais, il faut bien trouver une manière de transformer la relation patient-médecin, et cette idée de transfert sur le patient est une possibilité, avec les dangers évidemment que ça représente, puisqu'on est obligé presque d'envahir d'une certaine manière la psyché du patient. Mais si on ne fait pas ça, moi je l'ai vécu dans ma famille, puisque ma grand-mère est morte d'Alzheimer, et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à écrire le livre, hein, Ontologie de l'accident, on ne lui proposait rien. Voilà, la plupart des malades cérébraux très graves sont... alors, il ne faut pas dire ça ici, j'ai dit ça ici une fois. Mon Dieu, je dis, mais pas du tout. Ben, en fait, si, on leur propose rien. Voilà, c'est tout. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils ne peuvent pas se souvenir, parce que cette idée de soudure ne fait absolument aucun sens. On ne peut pas interpréter un Alzheimer, ça n'a aucun sens. Donc, il faut, malgré tout, produire du sens, mais de façon différente. Voilà. Parce que sinon, c'est des gens qu'on laisse... voilà. Qu'on soigne à coups de médicaments et puis basta. Est-ce que c'est ce que vous appelez, enfin essayer de repenser une phénoménologie de la blessure, qui du coup implique une autre conception aussi des subjectivités et des formes, des identités. Vous posez la question, est-ce qu'il y a une phénoménologie de la blessure? Est-ce que pour vous c'est un point nodal où cette question se résout? Alors quand j'ai dit phénoménologie, c'est peut-être pas la phénoménologie au sens scientifique du terme, enfin, hein, je ne suis pas spécialiste de phénoménologie, mais disons que... Oui, je crois que ce que j'ai voulu dire à l'époque, quand j'ai employé ce mot, c'est que il y a quelque chose à respecter dans l'accident, dans la blessure, sans forcément aller chercher tout de suite à la rattacher à quelque chose de l'ordre de l'histoire personnelle, sans essayer immédiatement de lui donner du sens. De la respecter comme souffrance, de la respecter comme désarroi psychique, parce que souvent les malades cérébraux ne sont pas traités comme des malades psychiques, ils sont traités comme des malades organiques, comme des malades physiques. Ça, c'est un manque de respect.
on ne respecte pas la blessure. Donc c'est effectivement cette phénoménologie-là, en ce sens, c'est-à-dire la laisser se manifester. Voilà. Il y a peut-être déjà des questions. Hein. Moi j'ai une question parce que, après tout, Freud était neurologue. Ah oui, mais il a tourné le dos à ça. C'est très intéressant. Il y a eu l'esquisse. Oui, mais après, au revoir. Il a tourné le dos. Oui, mais alors justement, c'est pour ça que je vous écoutais, mais avec un certain scepticisme, parce que je me demande si cette confrontation n'est pas condamnée à une impasse permanente qu'a connue Freud lui-même, qui peut se répéter dans vos interrogations. Écoutez, moi, je me demande, si j'étais psychanalyste, j'essaierais de comprendre pourquoi Freud a tourné le dos à la neurologie. Je pense que ça, c'est quelque chose de très... je pense que là, il y a un trauma à analyser. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il y a diverses théories là-dessus. Par exemple, il y a un neurologue qui a écrit « Freud, un moment de transition », qui dit, en fait, si Freud s'est tourné vers la psychanalyse, c'est parce que la neurologie n'était pas encore assez évoluée pour produire les explications qu'elle a maintenant. Est-ce que c'est une impasse ? Peut-être que c'est une impasse, mais il est clair, vous en conviendrez avec moi, que la psychanalyse classique, qui continue à affirmer que le cerveau est différent de la vie psychique, que le cerveau n'est qu'un organe physique, qu'il n'a pas d'activité symbolique, c'est plus tenable. La psychanalyse est en train de s'effondrer. Donc, il faut bien la renouveler. Alors, peut-être que... moi, je pense que la psychanalyse doit être renouvelée, pas condamnée. Hein. Mais peut-être que ça ne mènera à rien, mais en tout cas, il faut le faire. Il faut le tenter, parce que sinon, la psychanalyse, ça va s'éteindre rapidement. C'est déjà plus grand-chose. Hein. Bon, il est certain qu'il y a eu des progrès considérables en neurologie depuis l'époque de Freud, parce que ces explications de l'esquisse, ça évoque un peu les explications de Descartes sur les esprits animaux. Hein, ça ne va pas tellement plus loin. Hein, donc, alors effectivement, on peut peut-être souhaiter que grâce à ce développement de la neurologie, effectivement, il puisse y avoir un nouveau développement de la psychanalyse, mais enfin, sans vouloir accaparer la parole. Hein, mais je suis quand même... je suis un peu sceptique sur cette notion vous avez dit, neuropsychanalyse, c'est ça parce que cette idée de l'inversion du sens du transfert, qu'on puisse proposer, après tout, pourquoi pas, hein, je veux dire, je ne veux pas avoir une position fermée là-dessus, que l'analyse puisse proposer un peu la psychanalyse à l'envers, effectivement, ou que l'analyse puisse proposer son inconscient au patient, enfin tout ça. Ben oui, mais si vous voulez, c'est ça où, on peut aller dans cette direction, ou bien alors c'est le dialogue de sourds, c'est-à-dire d'un côté la psychanalyse classique, et de l'autre le neurologue qui donne des médicaments. Voilà. Donc, il n'y a pas trop le choix, en fait. J'ai l'impression. Donc moi, je m'intéresse beaucoup plus au dialogue entre les deux disciplines. Et du coup, en parlant de... allez-y peut-être. Il me semble qu'il y a des études qui ont été faites sur, on va dire, tout comme si on a une chute et qu'on s'abîme la cheville, qu'il peut y avoir des traces, que le traumatisme, sur le viol ou les événements traumatisants peuvent avoir aussi un impact sur le fonctionnement neurobiologique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est très important de cesser d'opposer l'inconscient au cerveau. Voilà. Exactement. Sens, du coup, peut-être qu'un cerveau abîmé pourrait aussi avoir part d'un plus heureux accident peut se reconstituer. Exactement. Ah bah oui, maintenant on a découvert ça. En fait. La souffrance crée détruit des zones du cerveau. Des zones entières du cerveau, détruit des Voilà. Alors que pendant longtemps, le cerveau était vraiment considéré comme totalement en dehors de toute expérience subjective, en fait. Là, au contraire, du coup, vous citez à plusieurs reprises, il me semble, Joseph Ledoux, qui explique que vous êtes vos synapses. Ouais. Pour justement réinvestir ce dialogue neurosciences-philosophie et arrêter avec la prééminence justement de la vie symbolique sur la vie biologique, mais proposer donc la création finalement d'un nouveau matérialisme en fait. Oui, c'est vrai. Qui fait coïncider biologie et symbolique. Et ça a une incidence aussi dans chaque personne en fait. Enfin, ce que ça a à voir avec
évidemment les cas d'Alzheimer, etc. Mais en se basant sur l'organe et le cerveau, c'est aussi impliqué toutes les destructions qu'on porte aussi également, les phénomènes d'apoptose, de destruction des synapses qui sont aussi, des neurones qui sont aussi en nous. Et donc votre ontologie de l'accident invite aussi à repenser nos manières d'être, ce qu'on définit dans l'être, et les rapports entre la vie et la mort à partir de la matière et à partir du biologique. Oui, ça c'est aussi autre chose, une des limites de la philosophie et aussi de la psychanalyse, c'est qu'on a toujours opposé la vie biologique à la vie symbolique. Par exemple, on dit l'animal est limité à la vie biologique. Nous, humains, on a la capacité d'avoir une autre vie, ce qu'on appelle la vie qualifiée. Agamben aussi reprend cette distinction bios et zoé. Zoé, c'est la vie animale, et bios, c'est la vie symbolique, c'est-à-dire votre profession, ce que vous aimez faire, etc. Et par exemple, Heidegger, dans Être et temps, dit l'animal périt, l'homme meurt, parce que nous, on a cette dimension de la vie symbolique qu'il appelle l'existence, et qui n'aurait rien à voir, serait vraiment détachée de la vie biologique étant renvoyée à vraiment l'obscurité, le déterminisme, quelque chose de pas intéressant en fait. Or ça aussi, je l'ai interrogé parce que pour moi, ça fait de moins en moins de sens, dans la mesure où, comme vous dites, tout ce que nous vivons s'inscrit immédiatement dans le cerveau, c'est-à-dire que les habitudes qu'on a dès l'enfance, par exemple si vous jouez du piano, vos neurones vont être formés, les connexions vont être formées d'une certaine façon, toute l'éducation que vous recevez, qu'on reçoit, les influences, les voyages, etc., tout s'inscrit dans l'architecture neuronale. Donc je ne vois pas comment on peut séparer de manière aussi nette la vie biologique et la vie symbolique. Pour moi, c'est vraiment, passez-moi le terme, mais une arnaque philosophique. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai mangé quand j'étais étudiante. Vous voyez, l'homme... et on retrouve même ça chez Deleuze, qui pourtant est quand même... vous, Eric, vous êtes spécialiste de Deleuze, qui... non ? Enfin, il me semblait... Enfin, Heidegger dit que l'animal est pauvre en monde. Voilà, pauvre en monde. Il n'a pas de monde. Oui, d'accord. C'est pas enfin, c'est pas... vous avez raison. Et il dit très bien qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe justement en un animal. Oui, mais il dit dans Être et temps, la vie n'est pas l'existence. Oui. Je ne m'intéresse pas à la vie du Dasein. Et Deleuze, alors pour finir, il dit, vous savez, cette histoire du corps sans organes. On a, en tant qu'être humain, un corps symbolique. Voilà, le corps projeté, le corps idéal, qui est différent du corps... ça, moi, Voilà, c'est vrai que la neurologie m'a appris, enfin, lire des choses sur le cerveau m'a appris que, en fait, la vie biologique contient... est liée à la vie subjective, psychique. Nécessairement, il est impossible de faire la différence. La matière est informée par la subjectivité. Voilà. Oui, mais ça marche dans ce sens-là, en effet. La matière est informée au sens aristotélicien du terme, d'ailleurs, tout à fait. Mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est quoi l'autre sens ? Par exemple, vous avez un accident, effectivement, enfin, organique, entre guillemets, je ne sais pas quoi, une veine qui pète dans le cerveau, enfin, peu importe, quelque chose qui a une incidence sur votre comportement, enfin, je veux dire, qui est quelque chose c'est quelque chose qui vous lèse, quelque part. Oui. Mais comment est-ce que ça peut se lire, si vous voulez, symboliquement ? Enfin, je veux dire, là, on ne voit pas. Si, puisque ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une interaction entre le symbolique et le biologique. Oui, mais encore une fois, c'est toujours, j'ai l'impression de vous entendre, je peux me tromper, que c'est de l'extérieur vers l'intérieur, ça imprime une marque vers l'intérieur. Et dans l'autre sens, de l'intérieur vers l'extérieur, il y a la notion de réalité psychique, dont parle beaucoup Freud, dans le sens intérieur vers extérieur. Il faut voir les choses dans les deux sens. Mais c'est quoi, de l'intérieur ? Excusez-moi, je ne sais pas, c'est tout ce que vous pouvez avoir comme activité fantasmatique, par exemple. Je veux dire, ça vient bien de l'intérieur et ça s'est projeté vers l'extérieur. Et alors ? Quelles conséquences ça a ? Je veux dire, quel rôle joue le cerveau dans tout ça ? Justement, la révolution neurologique qui a eu lieu à peu près dans les années
dans les années 80, avec Changeux, l'homme neuronal, etc. Ça fait quand même longtemps que on dit que le cerveau, qu'on parle de cerveau émotionnel, qu'on parle de cerveau comme réserve d'émotions, c'est tous les travaux de Damasio, hein, le sentiment de soi, l'erreur de Descartes, enfin ça fait quand même maintenant, je sais pas, je ne peux pas calculer tout de suite là, mais très longtemps que le cerveau a cessé d'être considéré comme juste un piano sur lequel on... voilà, c'est quand même... Oui, mais, la vie émotionnelle, sentimentale, subjective du cerveau n'est même plus à démontrer aujourd'hui. oui, mais la question, c'est plutôt comment la traiter à ce moment-là. Oui, d'accord. Enfin, Enfin, émotionnel, etc. Du coup, peut-être pour revenir sur cette question justement du corps, Mhm. vous parliez le corps sans organes, etc., qui est reprise par Freud d'ailleurs, le fait que le psychisme produit un corps sur un corps. Vous, en contrepoint, notamment oui, dans son travail sur l'hystérie, etc., vous, en contrepoint, vous reprenez Spinoza, hein, cette affirmation de Spinoza que nous aimons beaucoup aussi, on ne sait pas ce que peut un corps. oui. Et du coup, cette possibilité justement de s'extraire d'une forme de transcendantalité, bien pour réinvestir la matière, l'organe même du psychisme, le cerveau. Bah, évidemment, quand on a mes positions, on ne peut qu'adorer Spinoza, puisque pour Spinoza, il n'y a pas de différence entre justement la vie symbolique et la vie biologique, puisqu'il y a ce fameux terme de conatus, c'est-à-dire comment on peut traduire ça, la persévérance, la tendance à persévérer dans l'être, voilà, qui est une loi biologique, mais qui en même temps est totalement modulée par nos affections. C'est-à-dire la joie augmente la capacité d'agir, la tristesse diminue la capacité d'agir du corps. C'est-à-dire que Spinoza est le premier au XVIIe siècle à dire quand je suis triste, il ne dit pas déprimé encore, mais quand je suis triste, le monde se rétrécit, je n'ai plus envie d'agir, mon pouvoir d'agir est diminué. Au contraire, quand j'éprouve de la joie, il y a cette espèce d'élargissement de la capacité d'agir. Et ça, c'est le corps qui parle. Et au point que chez Spinoza, il est impossible, encore une fois, de faire la différence entre quelque chose qui serait l'existence pure et la vie du corps. C'est pour ça que ce sont deux accidents d'une même substance. D'une même substance, exactement. Exactement. Ce sont deux accidents. Deux attributs. Deux attributs. Deux attributs, pardon, je suis désolée, je ne sais plus par où il faut. Ouais. Peut-être, est-ce qu'on peut voir les émotions aussi comme un accident, mais du coup de l'intérieur à l'extérieur? Question, est-ce qu'on pourrait voir les émotions comme accident? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et du coup, de l'intérieur vers Comme un l'extérieur. accident. Comme quelque chose qui survient et qui, on va dire justement, qui s'exprime dans le corps. Et du coup, ça dépend si on voit la psyché uniquement. La psyché, peut-être qu'elle est aussi dans tout le corps, peut-être pas uniquement dans le cerveau. Oui. Oui, alors par cerveau, qu'est-ce qu'on entend par cerveau? Peut-être s'entendre là-dessus. Aujourd'hui, par cerveau, on entend le cerveau et le corps. Enfin, l'unité entre le cerveau et l'organisme. Hein. C'est plus seulement... bon. Et aujourd'hui, en plus, on inclut les neurones des intestins. Donc, est-ce qu'une émotion peut être un accident? Oui, parce que... Alors ça, en revanche, Heidegger en a très bien parlé. La caractéristique d'une émotion, c'est qu'elle change. Et donc, la manière dont on est, Heidegger dit, accordé au monde comme un instrument, elle va être différente chaque jour, même à différents moments de la journée. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, en ce sens, la vie émotionnelle, oui, vous avez raison, elle est faite d'accidents. Parce que l'émotion n'est jamais stable. En ce sens, elle est proche de l'accident. Parce qu'elle n'est jamais... Vous ne pouvez jamais dire, toute la journée, je vais éprouver de la joie. Il va forcément y avoir des moments comme ça, ce que Spinoza appelle une corde, comme un instrument. En ce sens, oui. Un accident, du coup, qui vient de l'intérieur. Alors, est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que, par exemple, voilà, ce matin, je me suis levée, j'étais déprimée. Et puis après, j'allais mieux.
et puis après je me suis sentie joyeuse, et puis, etc. Est-ce que ça vient de l'intérieur ou est-ce que ça vient de l'atmosphère? C'est, voilà, où est la soudure? C'est là aussi que Freud est un peu en question, parce que... C'est vrai que l'atmosphère peut influer sur l'humeur. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, pas toujours. Enfin, je veux dire, je pense aux déprimés qu'on n'arrive pas à distraire. Enfin, au sens où... Ah oui, alors parfois, effectivement, Voilà. parfois ça vient de l'intérieur, mais pas toujours. Par atmosphère, vous parlez de la communauté, L'atmosphère, c'était quelqu'un qui la définissait ouais, comme une émotion extérieure. C'est l'émotion extérieure, de l'extérieur, c'est-à-dire la qualité émotionnelle d'un espace. c'est forcément une projection. Non, 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 Non. non. Par exemple, Quelque chose qui met tout à coup de bonne humeur. non, c'est pas ça. C'est que là, je pense, vous voyez, qu'on est en train d'essayer de créer une atmosphère. Et c'est pas une projection. C'est un ensemble créé par à la fois l'espace, objectif, matériel, les conditions techniques, etc., votre présence, la manière dont vous m'écoutez, dont vous me recevez, la manière dont moi je vous perçois. Voilà, c'est ça l'atmosphère. Je parlais de communauté ou de société, c'est-à-dire... Ouais, mais il y a aussi des éléments... vous voyez, si on était dans un bar, ça serait pas la même atmosphère. Vous voyez, c'est pas... Effectivement, ouais, vous avez raison, à ce moment-là. Ouais. Qui soit joyeuse ou pas, donc l'atmosphère, c'est l'autre. C'est l'autre, vous avez raison, il y a cette question de la communauté. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, une émotion, par quoi est-elle dictée exactement? Est-ce que c'est intérieur? Est-ce que c'est extérieur? Est-ce que ça vient... Voilà. Et chez Kimura-Bin, c'est rattaché au fait que nous sommes tous attachés au fond de vie, à ce qu'il appelle le fond de vie. Et ce qui permet de créer une atmosphère, ce qui permet par exemple à des musiciens de jouer chacun leur partie, mais de jouer ensemble, justement. Oui, ça c'est très beau. Ouais. Les a créés, alors une atmosphère peut être aussi absolument détestable. Alors vous avez des textes là-dessus sur le racisme, un texte de Sarah Ahmed qui dit que quand une personne noire, par exemple, pour reprendre cet exemple, rentre dans une pièce et vous voyez, dans ces communautés suprématistes aux États-Unis, tout le monde se tait, il peut y avoir des atmosphères détestables, ou une personne qui est stigmatisée, on n'a pas envie qu'elle soit là, donc il y a une espèce de silence gêné. Voilà, ça peut être aussi ça, une atmosphère. Je prends juste une question. Est-ce qu'une même émotion ne peut pas être des deux origines, intérieure et extérieure, en fonction de la situation, du contexte? C'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est en fait une question à laquelle il est impossible de répondre, je dirais, parce que il faut admettre que le monde est émotionnel. Je veux dire que la manière dont, vous voyez cet espace-là, quand on rentre dans Sainte-Anne, on ressent quelque chose. Les émotions ne sont pas seulement des données subjectives. Sinon, il n'y aurait pas d'architecte, sinon, il n'y aurait pas... Voilà, quelqu'un qui fait de l'architecture, il travaille travaille là-dessus. C'est-à-dire le fait que un espace, quel qu'il soit, a toujours une dimension émotionnelle. Toujours. Une chambre... un champ, voilà. Donc, qu'est-ce qui vient du dehors, qu'est-ce qui vient du dedans? Effectivement, encore une fois, ouais. Moi, ça me fait penser à cette question que dans cette atmosphère changeante, qu'est-ce qui vient faire rupture à un moment? Enfin, qu'est-ce qui fait accident si on dépasse la conception psychanalytique de l'interprétation? Juste avant, on parlait de cette citation du dramaturge Wajdi Mouawad qui dit que pour lui l'accident est une décision, sous-entendu une manière de regarder à ce qui fait rupture. Et vous-même vous disiez, je pense qu'on a entendu dans l'enregistrement, que quelque chose qui fait sens pour nous comme accident ne le fait pas pour vous, de la même manière. Du coup, c'est savoir dans ces changements
qu'est-ce qui fait vraiment rupture pour créer cette étrange suffisance, cette autre dans le changement de nos identités, si c'est pas cette question d'interprétation de quelque chose d'antérieur. Alors, c'est là que j'ai essayé d'expliquer ça en opposant la plasticité créatrice, la formation d'identité, etc., avec la plasticité destructrice. C'est-à-dire que la destruction, qu'est-ce qui fait rupture? C'est la destruction. Hein, c'est la négativité, vraiment. Il y a des accidents qui sont récupérables, il y a des accidents qui sont guérissables, il y a des blessures qui sont guérissables, et puis il y a des accidents qui vous détruisent. Et qui vous détruisent. Je me suis intéressée à l'accident cérébral précisément parce qu'ils vous détruisent et en même temps vous êtes encore là. Et Spinoza en parle de ça. Hein, il parle de ce poète espagnol qui avait perdu la parole, etc., mais qui était encore vivant. C'est ça le problème, c'est que on n'en meurt pas, je dirais presque malheureusement, mais on en est complètement détruit. Donc, je me rappelle plus là. Non, mais c'est ce qui fait rupture par-delà. Oui. Par-delà la. En fait, Voilà, c'est-à-dire, alors voilà, soit on considère que la destruction est un pur néant, et on considère qu'une personne détruite, là encore, n'a pas besoin d'une thérapie psychique, parce qu'elle ne peut plus parler, etc., ou parce qu'elle ne peut plus se souvenir, etc. Soit on considère que la destruction a créé une nouvelle forme, a créé une nouvelle identité, ce que j'appelle l'identité par destruction. C'est-à-dire qu'apparaît un nouvel être. C'est-à-dire que la destruction a la puissance de former quelqu'un qui n'a plus aucun rapport avec ce qu'il était auparavant. Et à ce moment-là, on retrouve notre histoire de neuropsychanalyse. Il est peut-être possible, si l'on considère que la destruction est une forme de vie, et pas seulement un néant, il est peut-être possible de proposer une approche qui ne vise pas à réparer, puisque c'est impossible, mais à trouver une manière d'interagir. Par exemple, je me souviens, excusez-moi, pour revenir à ma grand-mère, c'était insupportable, j'étais comme ça aussi à l'époque, on s'échinait avec mes parents à la faire se souvenir. Mais tu te rappelles bien, mais tu sais bien qui je suis, mais enfin, tu vois bien qu'on est là. C'était ridicule. Maintenant, je réalise, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas, on ne tenait pas compte de sa destruction. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas voir qu'elle était devenue une autre personne. Pas un légume, une autre personne, pour qui nos questions n'avaient absolument aucun sens. Et c'était presque cruel voilà. Et c'est vrai qu'on est tous comme ça. Parce que, évidemment, quand une personne ne vous reconnaît pas, c'est horrible. Bon. Mais en même temps, voilà, c'est ça, je crois, la plasticité destructrice. C'est admettre que la destruction ne soit à la fois une destruction, hein, c'est-à-dire sans rémission, admettre qu'il y a des maladies qui ne se soignent pas, et en même temps faire droit à la personne qui est concernée par cette destruction. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Ce que j'ai appelé la plasticité destructrice. Oui, mais est-ce que je pourrais donner comme exemple, est-ce que vous l'accepteriez, quand Théétète et Socrate se rencontrent dans le dialogue, à la fin, Théétète n'a révélé que du néant, que du vide, hein, il ne sait plus rien, et Socrate lui dit, de ce moment-là, tu seras moins léger, moins lourd avec les autres, et ça t'apporte quelque chose de positif. Est-ce que vous accepteriez cet exemple? C'est très beau, merci beaucoup, mais non, parce que au fond, maladie. Voilà, c'est pas une maladie, et ça veut dire que Théétète est en chemin vers la philosophie, c'est-à-dire qu'il s'est libéré de tout ce qui était en lui, les obstacles à la pensée. Oui, mais s'il avait rencontré un sophiste, ça lui serait pas arrivé. Voilà, mais c'est une libération. Bon, on va dire que c'est une catharsis, c'est une préparation. Là, les gens dont je parle, enfin les sujets dont je parle sont détruits. Oui. Et les monstres alors, qu'est-ce qu'on en fait des monstres? Oh ben, les monstres, pour moi, il savait pas quoi en faire. Ça c'est pas une catégorie que je. Non. Nous, on voulait plutôt aller du côté de
Comment faire commun? Comment repenser le commun par rapport à justement cette identité, cette plasticité destructrice dont vous parlez? Qu'est-ce qui... Comment repenser le commun? Ben oui, c'est effectivement au centre de notre problème. Parce que ces exemples très extrêmes qu'on a pris de destruction ne doivent pas nous cacher que nous sommes tous concernés. C'est-à-dire que les formes de pathologie psychique aujourd'hui ne sont plus nécessairement celles de la névrose. Hein. Freud avait ces instruments-là, la névrose. Aujourd'hui, nos pathologies psychiques sont plutôt de l'ordre de la dépression, des troubles anxieux, des troubles anxieux généralisés, du stress post-traumatique, etc. Donc, il est évident que la clinique a évolué de ce point de vue-là, et on rencontre aussi le problème social que ça pose, c'est-à-dire que effectivement, tous, à des degrés divers, nous sommes concernés par ces nouvelles armes de destruction que sont les nouveaux traumas, c'est-à-dire les coups que l'on prend à peu près tous les jours. On parlait d'atmosphère, il suffit d'allumer la radio, mais il suffit de se promener dans une rue, il suffit de voir, enfin bon, bref, pas faire du misérabilisme non plus, mais, et puis la façon que nous avons de vivre notre rapport aux autres, etc., on est tous potentiellement traumatisés, et donc, effectivement, comment à partir de là, est-ce qu'on peut penser oui, la vie ensemble. Comment est-ce qu'on peut penser la vie ensemble dans la mesure où on aurait plutôt tendance, si on regarde les choses, à s'isoler, à cesser précisément de faire des choses ensemble, à mépriser les idéologies politiques, comme le communisme ou l'anarchisme, et à se réfugier dans des formes d'individualisme, qu'on connaît tous, à commencer par l'individualisme technologique, ou les relations fantasmées. Moi, on voit bien que la plupart aujourd'hui des histoires d'amour sont des histoires virtuelles, de plus en plus. Enfin, il y a quand même tous ces problèmes-là. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on peut redonner du sens à tout ça? Moi, je pense qu'il faut effectivement élaborer une nouvelle pensée de la destruction. Je pense qu'il faut élaborer une nouvelle... Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler phénoménologie, comme on dit tout à l'heure, mais une nouvelle herméneutique de la destruction. C'est-à-dire une nouvelle manière de l'interpréter. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, on a l'impression dans votre livre que dans Les Nouveaux Blessés, vous opposez justement le trauma à la plupart des vies. Parce que là vous dites que tout le monde est concerné, tout le monde est... Et dans votre livre, j'ai l'impression que vous dites l'inverse. Parce que dans le livre, j'ai pris des exemples... Le trauma est rare. C'est une situation vraiment tragique, rare, qui détruit la personne complètement, de sorte qu'il n'y a pas de possibilité pour elle de s'en sortir, qu'elle ne s'en sortira jamais. Oui, mais je les ai toujours utilisés en même temps comme des miroirs. Vous voyez, effectivement, dans le livre, j'ai pris des cas extrêmes. C'est du possible pour tout le monde. C'est du possible pour tout le monde. Mais c'est pas du réel pour tout le monde. Eh bien, je sais pas. Parce qu'on connaît tous des gens concernés, et parce que, au fond, souvent, précisément, les grands traumatisés sont indifférents émotionnellement. Ils ne ressentent pas d'émotion, ça a été analysé par... voilà. Eh bien, nous, on parlait d'émotion, mais on est aussi capable d'une grande indifférence. On peut passer dans la rue et voir 50 personnes couchées par terre. Donc on est potentiellement dans un état de cette espèce d'indifférence émotionnelle qui est la marque du traumatisme cérébral. Donc, moi j'ai toujours utilisé, si vous voulez, ces exemples qui sont, vous avez raison, complètement extrêmes. Bon, je les ai quand même toujours utilisés comme des révélateurs. Parce que moi je ne suis pas médecin.
Bon, qu'est-ce que je peux dire de ces identités-là, sinon pour les rapporter à des situations de vie quand même. Vous voyez? Et ça me paraît important, ça, votre question sur la communauté, parce que c'est aussi autre chose en philosophie que je reproche, c'est que vous n'avez pas de pensée de la destruction. Vous n'avez pas de pensée de la destruction radicale. Avec Emmanuel Falk. Alors peut-être, mais sinon, je veux dire, la destruction est toujours réparable a priori, vous voyez? Et justement, c'est ce que Emmanuel Falk reproche à tous ce qu'il appelle les phénoménologues de la bonne santé mentale. Oui, oui. Et en fait, dans son livre Hors phénomène, il dit bien c'est hors phénomène. Il y a l'infra-phénoménal, le supra-phénoménal. Et vous pensez qu'Antigone de Sophocle, il y a une réparation quelconque? Non, alors mais ça c'est le tragique. C'est le tragique. Voilà, ça vous avez raison. C'est pour ça que Jean-Claude Serrois oppose en ce sens-là tragédie et philosophie. Exactement, vous avez tout à fait compris le problème. C'est-à-dire que le tragique est quelque chose qui a été, comme vous savez, effacé par la philosophie. Et au XVIIIe siècle en particulier. Oui. Donc oui, peut-être une nouvelle naissance de la tragédie, je sais pas. Ouais, en fait, il y a deux pôles par rapport à cette question de repenser la destruction. Il y a le problème également que on confond plasticité, ce qu'on disait un peu en amont, et élasticité, flexibilité, résilience, qui est une sorte d'injonction en fait à cette capacité transformatrice à partir des destructions, mais qui en fait n'est pas une véritable pensée de la destruction, et qui produit par ailleurs une forme d'indifférence, etc. Et de l'autre côté, on voulait aussi revenir sur ce qu'on a entendu dans la pièce sonore tout à l'heure, de savoir quand on est déjà par-delà la destruction, est-ce qu'il y a une possibilité même, on n'est pas déjà dans un état de fixité extrême, il y a une impossibilité à se remettre en mouvement, précisément parce qu'on est par-delà, et là, effectivement, les pensées afro-pessimistes s'attachent, je trouve, en philosophie, pour le coup, à penser l'irréparable. Le problème de l'ontologie afro-féministe, c'est de penser ce qui est radicalement plongé dans le non-être de manière irréversible. Et donc voilà, à savoir entre ces deux, l'extrême élasticité et le par-delà de la destruction, voilà, comment penser en fait ces deux pôles. Oui, c'est très très intéressant. Donc moi j'avais découvert l'afro-pessimisme aux États-Unis, sur le département où j'enseigne, il y a les afro-pessimistes, enfin c'est ce berceau. Alors, pour aller vite, si vous ne le connaissez pas, c'est l'idée que l'esclavage n'a jamais cessé, que les Noirs américains, même émancipés, sont encore traités comme des esclaves économiquement, socialement, etc. Que le noir égale l'esclave, voilà, irrémédiablement, et que, en effet, il y a dans la façon dont le corps noir a été traité, ou plutôt maltraité, il y a quelque chose d'absolument irréparable, irréversible, et qu'aucun discours de la libération, de l'émancipation, de l'égalité, de la démocratie ne pourra réparer. C'est pour ça qu'on appelle ça du pessimisme. Ça enfonce la tragédie. Mais même pas, parce que la tragédie est encore une belle façon Antigone en Muret, c'est pas spécialement gay. À la normativité, parce que si c'est la seule manière de la résilience, de la réparation, finalement c'est ça le problème, c'est que la société n'a que ça à proposer, la normativité. Pour un noir américain, pessimiste, peut-être ça l'idée, c'est que le pessimisme ne s'oppose pas au optimisme, je ne sais quoi, c'est la normativité qu'on demande d'adhérer, à se normaliser à travers des outils qui sont... oui, bien sûr. Et cette idée que, de toute façon, le noir n'est même pas considéré comme un sujet, enfin l'esclave n'est même pas un sujet. Donc lui demander de se normaliser n'a aucun sens. Et oui, c'est-à-dire... individuellement, je veux dire, pour n'importe quel malaise plus ou moins intense, le problème, c'est que j'aime beaucoup cette idée de
la destruction une valeur positive. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'à part ces fameuses normes, d'ailleurs les gens hyper normés ne dégagent pas forcément quelque chose de très heureux non plus. C'est ça la problématique aujourd'hui, quoi. C'est vrai, non, c'est sûr. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une espèce de cauchemar un peu collectif. Je suis désolée d'être. C'est l'afro-pessimisme qui. Mais à part la normativité, je ne vois pas ce que effectivement la société et le collectif proposent, si ce n'est des alliances par-ci par-là, heureusement qu'elles sont là quand même. Alors, le problème que ça pose en même temps, l'afro-pessimisme, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, mais le problème que ça pose, c'est que il y a une insistance sur l'exclusivité noire. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, un afro-pessimiste est indifférent à ce qui se passe en Palestine. Il ne pourra pas partager ça avec d'autres. Non, parce que le Palestinien, il y a eu en Palestine des comment on appelle ça, j'en ferai pas l'éloge non plus, hein, mais des combats contre les Noirs, justement, j'aurais pas trouvé le mot. Il y a du racisme, tout simplement, anti-noir, et voilà. Donc, il y a quand même un esprit d'exclusivité du problème noir, hein, qu'ils ne veulent même pas, même comparer aux Indiens natifs. Hein. C'est-à-dire que bon, les Indiens aussi ont été décimés, mais c'est différent. Alors, ce que ça pose par rapport à ce que vous disiez, c'est que, effectivement, on peut dire, ah oui, la plasticité destructrice, c'est encore bien trop beau, parce que ça suppose un sujet, un accident, enfin, ce que j'avais dit là, ça suppose quand même une base, une substance, enfin quelque chose. Mais en même temps, vous voyez, la décision d'exclusivité, le problème que ça pose, c'est qu'il n'y a pas de discussion possible. Donc, est-ce qu'il ne faut pas quand même reconnaître dans la destruction une forme effectivement de plasticité qui va, à partir d'elle, permettre la parole? Parce que sinon, moi, c'est un peu le problème que j'ai, si vous voulez, avec eux, c'est que, quoi que vous disiez, quels que soient les autres cas de souffrance que vous leur présentez, ou d'oppression politique, ou de destruction, hein, ça n'est jamais autant, ça n'est jamais, voilà. C'est le problème narcissique de la blessure. Alors, je ne sais pas si on peut parler de narcissisme, parce que là, ça serait peut-être un peu violent, mais... Non, mais pas le narcissisme au sens... mais voilà, c'est-à-dire qu'on retrouve ce problème de la communauté. L'afro-pessimisme est une rupture de la communauté. Hein. Ils disent, nous, on est dans la signifiance. On ne signifie pas. C'est-à-dire qu'on ne fait pas sens. On refuse le sens. Oui, mais voilà. J'entends tout à fait, et en même temps, ça me pose problème. Mais c'est pour dire que ce champ de la philosophie, en tout cas, s'intéresse précisément à la destruction de manière radicale, pour le coup. Oui. Et donc, oui. La plasticité destructrice, pour résumer, si je comprends bien, offrirait un espace plutôt de rencontre à partir de cette capacité bien de transformation. Bien sûr, bien sûr. Enfin, d'ailleurs, ça se fait. Parce que les étudiants, ce qui est génial, parce que moi, j'avais jamais eu d'étudiants noirs. Enfin, je ne sais pas si vous en avez beaucoup, les uns les autres. Mais moi, j'ai enseigné pendant 40 ans, je n'ai jamais eu, hein, à Nanterre, ni nulle part. Maintenant, il y en a. Et souvent, ils viennent de l'afro-pessimisme. Et ils viennent, c'est-à-dire qu'ils viennent au cours de philosophie, etc. Donc, on voit bien que cet espace de discussion, il existe. Il est nécessaire. Ouais, Eric. On a d'avoir un peu l'esprit d'escalier, de revenir à des choses dont on parle oui. Il y a longtemps. L'esprit d'escalier, c'est Rousseau. Je ferai de belles conversations par la poste. Je n'ai pas beaucoup de succès avec cette forme. Et tout d'abord, je voudrais rendre hommage au fait que nos hôtesses n'aient pas posé la question comment définissez-vous l'accident, mais comment définiriez-vous l'accident. L'emploi du conditionnel est une forme d'hommage à son caractère indéfinissable. Tout à fait. Vouloir le définir, ce serait mettre fin à ce qui fait qu'il fait effraction. Tout à fait, tout à fait. Question comment définiriez-vous, c'est, je trouve, beaucoup mieux, c'est presque un hommage à l'accident ou à l'événement. J'avais le goût du conditionnel. C'est juste. Alors, éprouvant dans l'accompagnement d'une vieille dame, plutôt d'une
dame aux lentes années, parce que c'est plus joli. Une expérience comparable à celle que vous avez éprouvée, Catherine, avec votre grand-mère. J'ai dû, comme vous, constater l'erreur de Descartes. Mais le constat de l'erreur de Descartes ne me conduisit point à affirmer que Spinoza a raison et à adorer. Spinoza a raison est le titre d'un livre, d'un autre livre. Spinoza. Mon adoration, mais c'était un excès de langage parce que normalement on devrait adorer que Dieu, irait plutôt à Leibniz, le grand oublié du trio. Dans ma jeunesse, il y avait beaucoup de cartésiens, maintenant il y a beaucoup de spinozistes. Nom de Dieu, pourquoi Leibniz est-il si oublié? Et si je dis que l'accompagnement d'une dame aux lentes années qui a la maladie d'Alzheimer me rapprocherait de Leibniz plutôt que de Spinoza, c'est en raison de sa géniale, je trouve, théorie des petites perceptions et des perceptions insensibles. Cette dame était pianiste. Le nom Beethoven, le nom Schubert ne lui dit plus rien. Mon nom ne lui dit pas grand-chose, ça dépend des jours. Je ne sais même pas si le mot piano lui dit quelque chose. Et cependant, installée sur son tabouret, elle a ce qu'on appelle la mémoire des doigts. Les doigts se souviennent. Et il me semble que la théorie de Leibniz, selon laquelle il est des perceptions dont on ne s'aperçoit pas, n'est-ce pas? Les petites perceptions et les perceptions insensibles, ce sont des perceptions dont on n'a pas conscience, des perceptions dont on ne s'aperçoit pas. Il me semble que la théorie de Leibniz des petites perceptions est peut-être à utiliser pour essayer de comprendre pourquoi cette vieille dame, dont certaines parties du cerveau sont détruites, continue à parfois pas mal jouer. Il y a eu un impromptu de Schubert qui est presque allé jusqu'au bout l'autre jour. La destruction de certaines parties du cerveau n'est peut-être pas la destruction des parties du corps que ce cerveau avait informées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends. Oui. La destruction de certaines parties du cerveau sonne sans doute le glas d'une certaine plasticité cérébrale, mais pas d'une plasticité ontologique, si vous voulez, dans la mesure où justement le corps se souvient malgré tout. Qu'est-ce que dit, que reproche Leibniz aux cartésiens? C'est d'avoir tenu pour rien les perceptions dont on ne s'aperçoit pas, et il en conclut que c'est ce qui a fait les cartésiens nier qu'il y eut des âmes des bêtes ou autre chose de ce genre. Et plasticité, non? C'est ça. Les natures plastiques. Oui. Et puis alors, c'est ce qui les a fait confondre un long étourdissement avec une mort à la rigueur. Un long étourdissement avec une mort à la rigueur. Cette vieille dame, c'est un long étourdissement. Mais ce n'est pas une mort à la rigueur. Ça, on sera d'accord là-dessus. Eh bien, pourquoi ce n'est pas une... Allez, c'est pas un légume? C'est précisément parce qu'il me semble que Leibniz a recueilli peut-être le meilleur de l'inspiration aristotélicienne. Ne réduisons pas l'esprit à l'âme. Le péripsychème, le dé anima, enfin c'est quoi? C'est tout ce qui vit est animé. Végétatif, sensitif, rationnel, et tout en haut de la rationnelle, l'esprit. Or, le geste cartésien, men sive anima quo non distingo, l'esprit ou l'âme que je ne distingue pas, est un geste très brutal. Ça veut dire que ces démentes, ces êtres, ces vieilles dames qui auraient perdu l'esprit, auraient perdu l'âme. Non, une âme sensitive qui a recueilli peut-être ce que l'esprit et l'âme rationnelle ont perdu, me semble continuer de vivre en ces personnes-là. Et c'est pourquoi précisément ce ne sont pas des légumes, n'ayant plus qu'une âme végétative, mais des êtres qui, bien que... Alors le mot dément est un mot méchant, parce que ça veut dire la perte de l'esprit. La perte de l'esprit n'est pas la perte de l'âme. Et il me semble que Leibniz nous aide peut-être mieux à le comprendre que Spinoza. Donc, accompagnant des vieilles dames qui ont la maladie d'Alzheimer, oui, on sait l'erreur de Descartes. Faut-il pour autant donner toute raison au monisme spinoziste? Il me semble que Leibniz est un auteur oublié. Et alors, autre façon de peut-être dire la même chose, c'est le jeu transcendantal qui est atteint, qui ne fait plus l'union de la rhapsodie des sensations. Et donc, cette vieille dame, il y a une rhapsodie de sensations qu'elle n'arrive pas à unifier, dont elle ne se souvient pas. Je jouerais Kant et Leibniz contre Descartes plutôt que le sempiternel Spinoza d'aujourd'hui. Ouais. Voilà ce que je voulais
c'est très très beau, c'est très très intéressant, je vous remercie beaucoup. Bon, vous avez tout à fait raison avec cette idée d'âme qui est magnifique. Effectivement, à partir du moment où il y a mouvement, il y a âme. C'est ce que dit aussi Aristote, puisque anima veut dire mouvement, animé. Bon. Voilà, il y a effectivement... mais est-ce que... Moi, je l'interprète quand même comme cette plasticité de la destruction. Hein, c'est-à-dire, pour moi, la destruction n'est pas rien. Elle est plastique. Je ne pense pas, malgré tout, je garde quand même l'idée de destruction, dans la mesure où il y a le beau film aussi de Haneke, là, Amour, voilà, qui traite d'une pianiste aussi. Hein, dans la mesure où, oui, il y a les doigts, c'est vrai, sur le piano, je vois très bien ce que vous voulez dire. J'avais vu aussi un film où la danseuse faisait encore ses mouvements, alors qu'elle était, elle aussi... Une amoureuse de 90 ans. C'est ça. Film de Valeria Bruni-Tedeschi, où une vieille dame qui a Alzheimer tombe amoureuse d'un jeune chorégraphe qui l'a fait danser. Qui l'a fait danser, exactement. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces doigts ou ces mouvements ne sont pas eux-mêmes détruits? Voilà, c'est ma question. C'est la question que je vous renverrai. C'est-à-dire, est-ce qu'on y voit un reste ou est-ce qu'on y voit un nouvel avenir, pas un avenir, mais un nouvel état de destruction? Vous avez dit qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout de l'apprenti de Schubert. En effet. Et puis, est-ce que enfin, ouais. Est-ce que c'est un reste ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Voilà, c'est ma question. Est-ce que c'est un reste ou est-ce que c'est un... Comment je ne trouve pas le mot? Un accident. Et rendons hommage à l'accident en disant qu'on ne définit pas mais qu'on le définirait. Oui, voilà. Je crois que effectivement, vous avez raison. On va être entre les deux. On va se tenir entre les deux, c'est-à-dire entre il reste quelque chose. Et puis non, c'est pas un reste, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Un autre jour, qui est-ce? Elle ne se souvient plus de qui c'est. Ouais. Et vous savez, la réponse, c'est celui qu'on n'oublie pas. Et il y a une formule de Christian Robin au sujet de la maladie d'Alzheimer de son père. Ces oublieux oublient tout sauf l'essentiel, c'est ce qui les distingue de nous. Eh bien, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, c'est celui qu'on n'oublie pas. D'accord, c'est très beau, etc. Mais je crois qu'on a tort d'y chercher du sens. Moi, c'est ma position. Hein, c'est ma position. Ah oui, d'accord, non. Si elle vous dit vous êtes celui qu'on n'oublie pas, non, ça vous fait plaisir, ça vous rassure. Ne dites pas le contraire. C'est plus qu'une sensation. Vous voulez absolument que cette personne se souvienne à sa façon. Mais moi, je pense que malheureusement, c'est là que je vois l'œuvre de la destruction. Je pense que ça n'a pas de sens. Mais peut-être. Si on détruit un sens, détruit le sens déconnectable de la sensation, c'est-à-dire l'esprit déconnectable le nous déconnectable de la psyché, il ne détruit pas tout de la psyché. Voilà, moi je pense que oui. Sauf que, alors voilà, c'est là où je suis ambiguë, sauf que cette destruction totale de la psyché est quand même une forme, parce que la personne est là, elle est vivante. Effectivement, elle a une âme, comme vous dites, elle est animée. Mais je pense que ce qu'on voit en elle, cette personne, ne peut plus avoir le même sens, voyez, du style à la de Borès, tout quelque chose. Ça, j'y crois pas. Mais je pensais à quelque chose, un exemple, au milieu de vos exemples et de votre discussion, c'est la question de la douleur fantôme. Ah oui, de oui. La perte de mari. Je me demandais si vous étiez déjà intéressé à cette question et à ce que fait l'amputation ou la perte d'un membre au cerveau. De quel genre de destruction il s'agit et qu'est-ce qu'il reste quand il reste la sensation d'un membre qu'on a plus. Ah ben oui, mais d'abord, je voudrais moi vous poser une question. Quel rapport vous voyez entre ça et ce dont on discute là? Ça m'y a fait penser, je me disais que ça permettrait peut-être de trouver un exemple qui vous permette de nous accorder. Ouais. Des accords
Fructueux. C'est très intéressant comme question. Oui, moi, je m'y suis beaucoup intéressée à la douleur fantôme. En fait, pendant longtemps, on a pensé que la douleur fantôme venait d'une sorte de projection du membre manquant, et c'était une douleur à la fois physique et psychique, mais que ça venait du fait que le moignon, on projetait dessus une plénitude, enfin voilà. En réalité, alors c'est les travaux de Ramachandran, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit un livre sur les douleurs fantômes. En réalité, notre corps est fait de plaques, je ne me rappelle plus comment il appelle ça, de plaques neurales, comme un peu la tectonique des plaques. C'est-à-dire la surface de la Terre est mouvante comme ça, notre corps c'est pareil. Et ces plaques neurales correspondent à des aires, l'aire de l'épaule, l'aire du... Quand vous perdez un membre, la douleur vient du fait que d'autres parties du corps vont envahir la place manquante. Donc ça va provoquer dans votre corps un déplacement des plaques. Ce qui fait que souvent, la douleur fantôme n'est pas, comme on croit, sentie vraiment dans le membre, mais dans d'autres parties. D'accord ? Donc en fait, c'est très intéressant parce que on voit que la destruction provoque en même temps une restructuration. Mais ça n'est plus le même corps. C'est là que je serais plus d'accord avec Eric, c'est que ça n'est plus le même corps. Il y a quelque chose, il y a une plasticité, effectivement, puisque d'autres parties réinvestissent, compensent, tentent de compenser. C'est ça qui crée la douleur. D'accord ? Mais en même temps, ça n'est plus le même corps. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est plus le même corps. Mais de toute façon, puisqu'on change de corps tout le temps, parce que notre corps est ondoyant et divers. Non, mais là c'est un changement biologique. Hein, c'est un changement neurologique, enfin neurophysiologique. Ça me fait penser dans la maladie d'Alzheimer, on parle de deuil blanc en général. Ça, je connais. Proches, ouais. Qui font en fait comme un deuil de la personne comme elle était avant. Voilà. Ouais, d'accord, exactement. C'est ça, c'est-à-dire ça, c'est très intéressant. Voilà. Et souvent, on ne réalise pas ça. On a du mal à faire ce deuil blanc. On voudrait que la personne reste ce qu'elle est, alors que je pense que... Ouais, je pense que c'est une erreur, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? On pourrait changer de sujet, c'est un peu déprimant. M'entendre, moi ? Oui. Sur ce que vous aviez préparé. Ah, mais, en fait, moi, j'ai que les questions. On entend toutes vos questions. Vous êtes très gentil de nous demander à nous de faire des questions, mais du même coup, on est un peu frustré de ce que vous pourriez nous dire. Ah bon? Non, mais alors l'herméneutique de la destruction, où est-ce qu'on en est? Du coup, est-ce que vous avez des alliances, des partenaires, des camarades? Est-ce que c'est un concept, je ne sais pas qui trouvent des... Je vous en prie. Bah, écoutez, je pense quand même que ça a un petit peu fait son chemin, l'ontologie de l'accident, là. Oui, il y a quand même... la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Oui, il y a des étudiants, il y a... Voilà. Après, est-ce que ça va rester un concept inoubliable? Je n'en sais rien. Mais disons que je pense que ça intéresse les gens, oui. Je pense que ça intéresse les gens. Et il me semble que c'est assez ressaisi aussi dans la question des résistances politiques. Oui. Je pense à des personnes avec qui vous travaillez, mais notamment Florian Gaëté, entre autres. Mais où cette question de la biologie, et vous-même vous redéfinissez la question biopolitique en réinvestissant le bio comme espace de résistance aussi. On parlait d'extraire des normativités et investir la question de la destruction, c'est aussi une manière de penser
d'autres formes de résistance. Et vous parliez de la question de même les gens normatifs ne sont pas heureux parce qu'il n'y a pas de possibilité que quelque chose d'autre arrive. En fait, il y a des schémas installés, une fixité énorme. Et je vois aussi dans ce concept-là et dans ce que vous proposez la possibilité d'ouvrir et de remotiver dès que possible en acceptant, en faisant face aux restrictions plutôt qu'à la flexibilité que ça demanderait, de toujours s'adapter, d'être productif et d'assumer la part de détruit et d'irréversible. Et donc je ne sais pas si vous pensez à des travaux particuliers qui... comment dire ? Il y a pas mal en fait, de prolongement de ces idées-là dans des domaines assez différents. Par exemple, dans l'urbanisme, il y a des articles sur la plasticité d'une ville et la manière dont... c'est pareil, Freud dit la ville de Rome est intéressante parce qu'on y voit tous les étages de sa mémoire. Quand on se promène dans Rome, on voit le mont, l'Antiquité, ça. Et bien, il y a des urbanistes aujourd'hui qui disent que non, qu'une ville doit naître de sa destruction. Par exemple, en Chine, on détruit tout systématiquement, périodiquement. On va tout brûler pour reconstruire. Donc, il y a une théorie de la plasticité destructrice en urbanisme. Est-ce qu'on détruit pour reconstruire ? Comment est-ce qu'on s'accommode, etc. Donc là c'est un prolongement intéressant. En art, en particulier dans la danse, Jérôme Bell a cette idée du corps anarchiste, justement, qui joue entre destruction et formation. À quoi est-ce que je peux penser aussi ouais, le plus récent, c'est ce que j'avais lu sur la ville, mais la forêt amazonienne, on se pose la question de quel va être l'impact de sa destruction, dans quelle mesure est-ce qu'elle va être capable de se reconstruire, etc. Il y a quand même pas mal. Finalement, je découvre que cette histoire de plasticité se déplace peut-être plus de la question psychique vers la question de l'environnement, de plus en plus. Qu'il soit urbain ou naturel, etc. Ouais. Parce qu'en France, en fait, les psychanalystes sont très fermés. Et il est très difficile de leur dire, il faudrait peut-être que vous lisiez un peu de neurologie. Bon, c'est un peu difficile quand même. Hein. Mais est-ce que la neuropsychanalyse, là, on ne s'adresse plus à ce fameux grand groupe de la névrose, c'est une manière d'étendre à des patients de type Alzheimer, tout ça. Ah oui. Parce que et la psychiatrie, alors qui n'est pas la psychanalyse, et comment elle s'insère ou elle trouve sa place là-dedans ou pas? Est-ce que c'est pas déjà... La neuropsychanalyse n'est pas déjà... En fait, les psychiatres qui sont, à mon avis, intéressants, j'ai fait un séminaire, je suis désolée, j'ai complètement oublié le nom du séminaire, récemment avec des psychiatres, ethnopsychiatres et psychiatres, qui se posent exactement les mêmes questions. Hein, les psychiatres éclairés aujourd'hui ne sont pas du tout des gens du tout médicaments. Ils sont nécessairement ouverts à ce dont nous discutons. Puisque, au fond, ce sont eux, les psychiatres, qui interviennent dans les hôpitaux de gériatrie, etc. Hein, c'est ça, c'est-à-dire c'est eux qui sont en première ligne, hein, c'est pas les psychanalystes. C'est eux qu'on va envoyer pour les enfants, pour les vieillards, c'est eux. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est ce qu'on aurait dû dire d'abord, c'est-à-dire que les psychiatres portent le poids de tous les échecs, de toutes les difficultés qu'on est en train d'analyser. Parce qu'au fond, les neurologues, ils sont dans leur service, avec leurs machines. Les psychanalystes, ils sont dans leur cabinet. Et au fond, ceux qui vont en première ligne, c'est les psychiatres. Donc, ceux qui sont intéressants sont vraiment complètement dans ces questions. Complètement. En fait, vous parlez finalement d'une frilosité totale de la part de la psychanalyse. Je pense qu'à ce niveau-là, oui. Même c'est clair. Mmh. Oui, parce que ça vous fait complètement repenser... Mais c'est pas que ça les intéresse pas, ça leur fait peur. Il faut repenser complètement l'inconscient. Il faut admettre qu'il y a un inconscient cérébral, et ça demande... ça demande de tuer le père, quoi. Donc,
Ils sentent bien quelque chose qui ne va pas. Ils sentent bien que quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé, il ne va rien tirer de la cure psychanalytique comme ça. Mais Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, je pense. Sinon, moi, j'en aurais une dernière, ouais, justement, sur le fait qu'on ait parlé pas mal d'herméneutique de l'accident. Est-ce que vous pensez que, on parle beaucoup justement de cette plasticité destructrice, est-ce que vous pensez que l'accident, si même c'est possible, serait à rechercher dans une forme de praxis? Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'une praxis de l'accident, ou est-ce que justement c'est encore... J'ai trouvé vraiment bizarre votre question. C'était à la fin une pratique de l'accident. Une praxis de l'accident, comme question éthique en fait, ou justement est-ce que c'est encore une fois comment ça serait valoriser une question éthique? Ce serait une question éthique dans le sens de accepter de s'ouvrir à la possibilité que quelque chose arrive en fait. Ah ben, s'ouvrir à la possibilité que quelque chose arrive. Moi, je ne l'ai pas entendu comme ça, votre question. Je l'ai entendu pratiquer l'accident, pratiquer la destruction. Je l'ai entendu comme ça. Hein, moi, je l'ai entendu comme ça. Parce que la possibilité que quelque chose arrive, je pense qu'on sera tous d'accord qu'il faut s'ouvrir à ça. Enfin, je ne sais pas, que l'éthique consiste à savoir s'ouvrir à l'événement. Je ne l'avais pas entendu comme ça. Moi, je l'ai entendu comme pratique de l'accident, c'est-à-dire chercher la destruction. Ce qui n'est pas complètement idiot, parce qu'on peut penser aux addictions, et on peut penser, vous savez, à tous ces mouvements artistiques d'automutilation. Pardon ? L'alpinisme, je ne sais pas, parce que... Non. Parce que l'alpinisme, on peut s'en sortir sans accident quand même. Mais non, des gens qui se détruisent et qui en tirent une forme d'éthique. Non, je l'ai compris comme ça, votre question. C'est-à-dire, vous savez, ces artistes à un moment qui s'écorchaient, l'addiction, la drogue, tout ça, quoi. L'histoire de sida sans protection, de rapports sexuels non protégés, tout ça. Alors, est-ce que c'est une éthique? Ça l'a été. Je pense que pour certaines personnes, ça l'est, oui. Oui. Refuser de se protéger. Et aller au-devant de ce que sans doute la destruction peut aussi apporter comme jouissance. Ça serait une autre question. Mais oui. Ça, quand même aussi au cœur de... C'est comme ça que je l'entendais, la question. Hein, je l'entendais comme ça. Parce que sinon, on s'ouvrira à ce qui arrive, bien sûr. Je pensais encore à une référence ancienne. Dans le Gorgias de Platon, on voit bien que Gorgias est le premier à se protéger des trois sophistes, des questions de Socrate. Il laisse ensuite Polos s'exposer, il laisse ensuite Calliclès. Et Socrate finit tout seul. Et alors? Mais je veux dire que parce que Calliclès, une fois réduit à rien, Socrate se trouve seul à parler. Et alors là, on a vraiment, je crois, une destruction qui peut être bénéfique pour le lecteur, mais qui n'est certainement pas bénéfique pour aucun des sophistes. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais je ne sais pas si on est tout à fait dans la même problématique de l'accident, vous voyez, puisque tout ça est quand même conduit, et quand même... voilà, c'est une discussion qui va quelque part. L'accident, c'est la rencontre. Quand même. C'est la rencontre. Mais là, dans la question, dans votre question, Audrey, j'entendais plus... j'entendais plus la mise en danger de soi comme pratique éthique. Mais ça peut se défendre. Refuser de se protéger, etc. Je voulais juste savoir quelles étaient pour vous les conditions peut-être politiques d'une application aujourd'hui des dernières méthodologies de la neuropsychanalyse dans, par exemple, l'hôpital public, ou en tout cas dans le soin actuel pour les personnes qui en ont. Et je voulais aussi vous recommander un super livre qui s'appelle Delirio, de Laura... qui s'appelle comment? Delirio. Ouais. Délire, c'est une Colombienne. D'accord. Magnifique texte. Elle s'appelle comment? Laura Restrepo. Ah, mais je connais ce nom-là. Ouais. Ça écrit magnifiquement. Ok. En tout cas, on est en espagnol. C'est pas traduit? Je fais avoir. Ok, je vais vérifier. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des groupes de neuropsychanalyse en France. Moi, j'en ai suivi certains à une époque, notamment pour la petite enfance, ce que vous disiez un peu. Lisa Houss, ça vous dit quelque chose? O-U-2-S. Elle est neuropsychanalyste, pardon. Il y a des groupes.
Voilà, il y en a pas mal. Qui travaillent en hôpital le plus souvent. Hein. Ouais. Et c'est quelque chose qui est soutenu en général, cette vision. Enfin, je sais pas. Oui et non. Oui et non. Franchement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est d'aller se balader là et de voir ce qui se passe. Oui, parce que c'est la forteresse. Hein. On ne sait pas... Moi, ce que je connais, c'est abstrait, si vous voulez. J'ai lu des livres, j'ai parfois rencontré des praticiens. Donc, ils m'ont dit, oui, cette approche neuropsychanalytique, elle est pratiquée, bien sûr, etc. Comment ça se passe dans la forteresse? Ça, je ne sais pas. Mon témoignage est que ça ne se passe pas très bien. C'est ça, oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Ayant pour étudiants des professionnels du soin, dont beaucoup travaillent dans le champ de la psy, ben ouais. Ils sont nombreuses à désirer quelque chose comme une paix des braves. C'est-à-dire qu'on peut avoir été formé par la psychanalyse, s'intéresser beaucoup à la neurologie, réciproquement, mais l'hôpital est structuré de telle façon, comment on appelle ça, en silo, ouais. que on leur impose. Les soignants souffrent beaucoup d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de soignants qui ont de plus en plus de mal à continuer d'aimer leur métier. Parce que les innovations qu'ils ont envie de faire ou qu'elles ont envie de faire, précisément en allant chercher du grain à moudre dans différents domaines, eh bien, ces innovations-là, on les leur interdit un peu parce qu'on veut de plus en plus qu'ils représentent, la représentation au sens théâtral, des protocoles, des procédures. Les protocoles s'enchaînent, les procédures s'enchaînent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, manque de personnel. Oui, bien sûr. Et, donc, ouais. Et langue de bois. Ça fait que l'hôpital aujourd'hui n'encourage pas vraiment ce genre de... C'est resté quand même vraiment très fermé. Quoi. Et puis à propos à l'hôpital, il y a une expression qui laisse rêveur, c'est la notion d'événement indésirable. Ah, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose qu'on ne désirait pas, on appelle ça événement désirable, indésirable. Mais en un sens, l'événement, par définition, est indésirable. Oui, c'est ça, non, moi je vois, oui. Et ce qui pourrait être une chance, considéré comme une chance, en un sens, l'hôpital est tellement structuré depuis la tarification de l'activité, à partir de... on oblige tellement les professionnels du soin à enchaîner les protocoles et les procédures, et puis ensuite à faire savoir qu'ils ont bien enchaîné les protocoles et les procédures, qu'on les invite presque à considérer tout événement comme quelque chose d'indésirable. Donc, malheureusement, ce que vous appelez vos voeux, je trouve n'est pas prêt d'être accueilli par l'hôpital tel qu'il est structuré aujourd'hui. Et j'espère que des voix plus optimistes... hélas. Vous disiez qu'on devrait avoir le droit de pouvoir considérer une vie après la destruction, mais ce droit n'est conditionné, conditionné par certaines ressources financières, par exemple. C'est comme Oliver Sacks, il dit que ses patients sont plutôt d'une catégorie assez bourgeoise, si je me souviens bien. Mais oui. Oui, vous avez raison. Et par exemple, il y a eu des études qui ont montré que pour des malades d'Alzheimer, au lieu d'essayer de les faire se souvenir de ça serait bien de leur créer des environnements esthétiques, avec des architectures en labyrinthe, avec des couleurs. Ça coûte trop cher. C'est ça. C'est-à-dire que ça nécessite des soins qui ne sont pas les soins ordinaires, qui sont précisément la création d'atmosphères, Voilà. Mais qui va aller transformer cet endroit en une sorte de jardin d'Alice au Pays des Merveilles? Parce que c'est ça qu'il faudrait, c'est évident. Des environnements joyeux, où on peut jouer. C'est vrai, non? Il me semble. Et voilà. On a ça. Les espaces nosolènes maintenant dans les EHPAD. Des espaces quoi? Nosolènes. C'est les espaces sensoriels, justement. Ah voilà, l'espace sensoriel. C'est nul. Oui. Voilà, c'est comme dans les trains, l'espace enfant. Voilà, c'est ça. Voilà, j'en ai vu des bien aimés. Ouais. Mais effectivement, c'est ça qu'il faudrait. C'est quand vous parliez de ce qui reste, les sens, les petites perceptions, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Faudrait, parce que c'est pas valorisé aussi.
ça sert à rien. Ah bah c'est de l'argent, voilà, pour la société, c'est de l'argent foutu en l'air, quoi, bien sûr. C'est pas productif, hein, bien sûr. Bien que, en même temps, il y ait de plus en plus de problèmes avec ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en souffrent, et donc, enfin bon. Ouais. On utilisera le temps du séminaire pour faire ça. Prendre synthé, analyse de merveille. Merci aux interventions du public, à vos questions, au partage de savoir. Je suis désolée de ne pas vous avoir donné plus. Je pensais en avoir donné un peu quand même. Merci à vous. Vous allez me donner votre adresse mail à laquelle qui existe encore. Je vais le faire. Je vous écrirai sur l'accident. D'accord. Je vous dirai quand même. Merci à vous, mes amis. Merci beaucoup.